Seuls 180 km séparent géographiquement l'île de Taïwan de la Chine. Mais politiquement, économiquement et culturellement, les deux pays sont à des lieues l'un de l'autre. Malgré des décennies de dictature, Taïwan est aujourd'hui considéré comme l'un des États démocratiques du monde et se place même devant l'Allemagne dans l'indice de démocratie. En revanche, la Chine est considérée comme autoritaire, voire totalitaire, et continue de développer un état de surveillance cruel. Sur le plan économique, Taïwan est considérée comme la région la plus importante du monde, notamment parce que 90% de tous les semi-conducteurs essentiels à tout appareil électronique y sont produits. De plus, le PIB par habitant des Taïwanais est 3 fois plus élevé que celui des Chinois. Et enfin, nous voyons aussi une différence culturelle entre le jour et la nuit. Alors qu'à Taïwan, une société ouverte, libre et pluraliste s'est développée, la Chine protège de plus en plus ses citoyens en les censurant. Mais comment deux régions très similaires à l'origine ont-elles pu se développer de manière si différente? Pourquoi est-ce que c'est précisément une épine dans le pied du gouvernement chinois? Et quel est l'atout secret de Taïwan en cas de guerre? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien! Pour comprendre l'histoire de cette petite île, nous devons d'abord sauter à l'époque des découvertes. En effet, en raison de sa position stratégique, elle est rapidement devenue un enjeu pour les grandes puissances, d'abord pour les Européens, puis pour les grandes puissances asiatiques. Les premiers furent les navigateurs portugais, qui sécurisèrent l'île au XVIe siècle, et la baptisèrent Ilha Formosa, la belle île. Mais jusqu'alors, l'île n'était pas inhabitée. Différents peuples indigènes y vivaient, avec leur propre culture et langue riches. La première colonie permanente a été établie par les Néerlandais en 1624 au sud de Formosa, le fort Zeelandia, qui, tout comme la Nouvelle-Zélande, porte le nom de la région néerlandaise de Zélande. Mais cela n'est pas passé inaperçu auprès des autres Européens, et 2 ans plus tard, les Espagnols ont également établi une colonie dans la partie nord de l'île. Les tensions et les conflits entre les Néerlandais et les Espagnols pour la domination de Formosa sont devenus permanents. Cependant, les Néerlandais étaient nettement supérieurs en raison de leur marine puissante et de leurs troupes plus nombreuses, et ils ont réussi à chasser complètement les Espagnols de l'île 2 décennies plus tard. Les Néerlandais ont ensuite renforcé leur contrôle sur Taïwan et l'ont utilisé comme base commerciale centrale pour le commerce avec l'Asie de l'Est, en particulier avec la Chine et le Japon. À cette époque, les deux pays étaient très coupés et isolés, car ils craignaient l'influence des Européens. Taïwan était donc idéal pour les Néerlandais, afin de construire malgré tout un réseau commercial stable sur la côte est asiatique. Mais les temps allaient bientôt changer, car la présence néerlandaise ne fut que de courte durée. Au milieu du XVIIe siècle, la Grande Chine a connu une grande guerre civile entre les Qing et la dynastie Ming, qui régnait jusqu'alors, cette dernière utilisant Taïwan comme base arrière. Fais bien attention ici, car le scénario devrait se répéter plus tard. La dernière dynastie Ming a dominé la Chine pendant plusieurs siècles, mais elle a été peu à peu évincée par la dynastie Qing. Elle s'est donc retirée à Taïwan et, après plusieurs batailles, a complètement chassé les Néerlandais. Ces derniers ont continué à dominer Taïwan pendant quelques décennies, jusqu'à ce qu'ils soient également battus par la nouvelle dynastie Qing à la fin du XVIIe siècle, et que Taïwan soit intégré à la Chine. Un scénario que l'actuel président chinois n'est pas loin d'imaginer. Taïwan est donc devenu une partie intégrante de l'Empire chinois, et le gouvernement a encouragé l'immigration massive depuis la Chine continentale. Cela a entraîné une croissance rapide de la population et a complètement changé la démographie de l'île. Les Chinois ont construit les grandes villes sur la côte ouest, tandis que les habitants originaux de l'île ont été déplacés de plus en plus loin dans les régions montagneuses de l'Est. Leur population a diminué de manière constante. Ce processus s'est poursuivi pendant près de 2 siècles, les révoltes de la population locale étant brutalement réprimées.
Mais à la fin du XIXe siècle, une nouvelle grande puissance asiatique a commencé à émerger et à profiter des conflits sur l'île, l'Empire japonais. Dans une guerre spectaculaire, ils ont non seulement vaincu les Russes, mais aussi les Chinois peu de temps après. Ils ont ainsi obtenu la suprématie en Asie de l'Est et ont également intégré Taïwan comme colonie dans leur empire en pleine expansion. Les Japonais ont mis en place une administration coloniale stricte et ont commencé à prendre des mesures de modernisation à grande échelle. La langue et la culture japonaises ont été encouragées, ce qui a conduit à une assimilation partielle et à éloigner davantage les Taïwanais de la Chine. Mais la domination japonaise n'a pas duré longtemps non plus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a utilisé Taïwan comme base militaire importante et comme dépôt d'approvisionnement pour ses opérations en Asie du Sud-Est. À partir de 1944, les attaques aériennes alliées ont commencé à frapper Taïwan, endommageant gravement les infrastructures et les villes. Et avec la capitulation du Japon en août 1945, la domination de Taïwan a pris fin. Mais qui allait être le successeur? Pour cela, il faut regarder du côté de la Chine, où une guerre civile sanglante entre deux camps faisait déjà rage depuis des décennies. D'un côté, il y avait le Kuomintang, au pouvoir jusqu'alors, sous la direction de Chiang Kai-shek. De l'autre, le Parti communiste chinois de Mao Zedong. Le premier voulait continuer à développer un gouvernement unifié et nationaliste en Chine continentale, tandis que le second visait une révolution communiste. Mao Zedong prenant de plus en plus le dessus, les nationalistes se sont retirés à Taïwan avec le soutien des Américains. Ils ont établi Taipei comme leur nouvelle capitale. Et c'est ainsi que la guerre civile chinoise s'est terminée en 1949. Le Parti communiste contrôlait ainsi le continent, tandis que les nationalistes de Chiang Kai-shek renforçaient leur domination sur Taïwan. Elle a établi une dictature militaire stricte sur l'île et s'est préparée à une éventuelle reconquête du continent. D'un autre côté, le Parti communiste a déclaré que son objectif principal était de réintégrer Taïwan, comme il l'avait fait quelques siècles plus tôt après la guerre civile, une exigence qui existe encore aujourd'hui. Jusqu'alors, les deux systèmes politiques agissaient de manière relativement similaire. Taïwan et la Chine étaient toutes deux dirigées d'une main de fer, des milliers d'opposants politiques étaient emprisonnés, torturés ou exécutés, et il n'y avait pas de droit à la liberté. Mais à partir des années 70, Taïwan a soudainement pris une toute autre direction. Taïwan a été l'un des premiers pays d'Asie de l'Est à connaître une croissance économique rapide. En effet, le gouvernement a commencé très tôt à libéraliser l'économie sur le modèle américain, a investi massivement dans le système éducatif et a rapidement sauté sur les technologies clés. Taïwan est donc considéré comme l'un des tigres, avec Singapour, la Corée du Sud et Hong Kong, c'est-à-dire des pays asiatiques émergents qui ont rejoint les nations industrialisées en quelques décennies. Une grande prospérité et une large classe moyenne ont ainsi vu le jour pour la première fois. Et les citoyens bien éduqués et la mobilité sociale ont finalement encouragé la conscience politique et le désir d'une plus grande participation politique au sein de la population. Des mouvements d'opposition ont vu le jour au milieu des années 1970. Et c'est en 1975 que Chiang Kai-shek, alors au pouvoir, est mort. Son fils était déjà considéré comme beaucoup plus libéral et a progressivement mis en place des réformes politiques. Le Parti démocratique progressiste a été fondé en 1986 en tant que premier parti d'opposition légale et c'est à partir de là que les premières élections libres ont eu lieu. Jusqu'à aujourd'hui, une démocratie pluraliste a été créée, qui a conduit à une grande prospérité sur l'île grâce à la croissance économique continue. Une société ouverte et libre a été créée sur le modèle occidental. C'est donc tout le contraire de la Chine. Là aussi, l'ouverture économique et l'essor économique ont été rapides, mais sans changement politique ou social.
Taïwan est donc la plus grande crainte du Parti communiste, car elle montre une population chinoise qui vit dans la liberté et la démocratie. Un système qui pourrait être un modèle pour la Chine continentale. Mais le Parti communiste fait tout pour empêcher cela. Cela va de la censure d'Internet de sa propre population, aux manipulations des élections à Taïwan, jusqu'à la solution extrême, la conquête des îles et leur transformation selon le modèle communiste. Depuis la prise de pouvoir de Xi Jinping, la menace d'une soi-disant réunification plane toujours, et de nombreux experts estiment qu'une guerre entre les deux partis n'est plus exclue depuis longtemps. Mais Taïwan a aussi quelques atouts dans sa manche. D'une part, il y a le partenariat étroit avec les États-Unis, l'Occident et d'autres puissances asiatiques. D'autre part, son propre armement militaire et sa préparation à un tel scénario depuis des décennies. Et surtout, son économie en fait une pièce élémentaire du puzzle de la géopolitique mondiale. L'accent mis auparavant sur les technologies clés comme les semi-conducteurs s'est avéré extrêmement payant. Le pays produit aujourd'hui plus de 60% de tous les semi-conducteurs du monde et plus de 90% des semi-conducteurs les plus modernes. Le monde entier est donc totalement dépendant de cette petite île. Elle espère ainsi obtenir un soutien massif en cas de guerre. En effet, sans les semi-conducteurs, les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondreraient et personne en Occident n'aimerait voir cette technologie clé entre les mains du Parti communiste. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann kann ich euch noch sehr mein Video über Chinas Konflikt mit Indien im Himalaya-Gebirge empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.